Mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, au moment où je prends la parole pour la première fois au cours de cette Assemblée, permettez-moi de joindre ma voix à celle de tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune pour vous féliciter et dire toute notre fierté de vous voir présider la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies. Votre élection consacre vos qualités personnelles en même temps qu'elle honore l'Union africaine. Je salue notre secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Il a su maintenir et renforcer la dynamique des Nations unies dans le contexte des crises multiples que traverse le monde. Il y a 2 ans, je faisais ici même à cette tribune le point du règlement de la crise qu'a connu mon pays, la Côte d'Ivoire. Je salue à cette occasion le rôle éminent des organisations régionales, telles que l'Union africaine ou la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. J'ai surtout indiqué les voies de la dynamique interne qui nous ont amené l'État et l'ex-rébellion à nous engager dans un processus de paix qui a abouti à la fin du conflit et à la préparation en cours des élections générales. Tout au long de ce processus, nous bénéficions du soutien des Nations unies à travers notamment l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire. Et nous bénéficions encore plus de la facilitation du président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso voisin. Grâce aux efforts de tous, grâce en particulier au travail et à la volonté de la paix des Ivoiriens, le processus est entré dans une phase irréversible. Il n'y a plus aujourd'hui aucun obstacle politique à la tenue du scrutin. J'ai saisi l'occasion de cette rencontre pour exprimer encore une fois la reconnaissance de la Côte d'Ivoire aux Nations unies et à tous nos amis pour leur implication dans le rétablissement de la paix. Je voudrais dire enfin notre volonté à tout mettre en œuvre pour sortir définitivement la crise par les élections. Nous sommes d'autant plus déterminés que les défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté demandent, en particulier de la part des petits États comme les nôtres, une stabilité politique fondée sur la démocratie. C'est à cette condition que nous pourrons non seulement affronter efficacement nos difficultés actuelles, mais aussi apporter notre contribution à la compréhension et au règlement des crises internationales. C'est à cela que vous nous invitez, Monsieur le Président, de cette 64e session de l'Assemblée générale s'agissant des réponses efficaces aux crises actuelles. Nous constatons en effet qu'en plus des crises politiques récurrentes, les crises aiguës auxquelles le monde est aujourd'hui confronté touchent l'équilibre des nations et fait peser une hypothèque sur notre avenir commun. En 2008, la crise de l'énergie a atteint des proportions jamais égalées. Le prix du baril de pétrole, on s'en souvient, est monté à près de $150. À cette crise majeure sont venues s'ajouter une crise alimentaire et une crise financière inédite qui s'est rapidement transformée en une crise économique profonde. Le monde entier a pris conscience des risques sur les équilibres sociaux et politiques que comportent ces 3 crises qui sont intervenues en même temps. Ces crises ont ébranlé toutes nos certitudes et provoqué un vent de panique. Elles ont fait comprendre brutalement que rien n'était jamais acquis définitivement, même dans les grands pays. Le monde entier s'est alors mobilisé, tant au niveau individuel des États
qu'au sein des institutions et organisations internationales pour faire face. Nous avons suivi que le Fonds monétaire international a été mobilisé pour aider des pays qui ne sont pas traditionnellement dans son champ d'intervention, comme en Europe du Nord. Cette mobilisation exceptionnelle traduit les inquiétudes de la communauté internationale de voir la situation déboucher sur des crises politiques et sociales incontrôlables. Cependant, que la mobilisation et les concertations se sont déroulées dans le cadre multilatéral, les plans de sortie de crise qui en sont sortis sont d'un ordre différent. Les États du monde, en Amérique comme en Europe, en Asie, ont adopté des plans nationaux. Cela montre qu'il y a des limites au multilatéralisme et que les États-nations conservent leurs prérogatives et prennent toutes leurs responsabilités en matière économique quand le besoin s'en fait sentir. J'observe par ailleurs que la mobilisation en Afrique et autour de l'Afrique a été timide. Tout s'est passé comme si la crise financière n'était pas aussi une crise africaine, ou comme si le secteur financier africain n'était pas suffisamment intégré au système financier international. Peut-être que notre continent n'a pas pris la pleine mesure de ces crises. Et pourtant, la crise financière a des conséquences sur le continent africain. En effet, ici, sans doute plus vite qu'ailleurs, la crise financière s'est transformée en une crise économique, accentuant la fragilité économique et sociale à l'intérieur de nos pays. La leçon que nous retenons de cette expérience est qu'il n'y a désormais pas de pays qui soit à l'abri des crises. Ce constat appelle la communauté internationale à redoubler de vigilance pour accroître la surveillance du système financier ainsi que celle du fonctionnement des institutions financières à l'échelle internationale. Il apparaît aussi opportun d'engager la réforme du système monétaire et financier international. Monsieur le Président, dans un tel contexte, la réforme des Nations Unies et principalement celle du fonctionnement de ces organes est essentielle afin que les Nations Unies puissent de façon décisive jouer le rôle de principal renforcement du multilatéralisme. Parmi les questions transversales où les Nations Unies doivent jouer un rôle important, figure l'exacerbation des extrémismes. Le durcissement et le raidissement des positions prennent le pas sur le dialogue et contribuent à creuser encore plus le fossé entre les cultures appelées pourtant à une cohabitation harmonieuse. D'où l'importance historique de l'initiative de la réunion de haut niveau convoquée ici, dans cette même salle, les 12 et 13 novembre 2008, sur l'urgence d'un vrai dialogue de religion en vue de la promotion de la culture de la paix. Cette initiative vient renforcer les actions destinées à sensibiliser la communauté internationale sur la nécessité d'une diplomatie préventive sur cette question essentielle. Je pense à la conférence mondiale de Madrid sur le dialogue entre les cultures qui s'est tenue en juillet 2008 ou encore au lancement quelques années plus tôt en 2005 de l'Alliance des civilisations sous l'égide des Nations Unies. Nous sommes donc d'avis que toutes ces initiatives en faveur du dialogue des cultures ainsi que celles à venir appellent l'institutionnalisation d'un cadre permanent de dialogue entre les civilisations en vue de travailler au rapprochement des peuples. Concernant la paix et la sécurité dans le monde, la seule voie efficiente d'une paix durable demeure le traitement équitable des conflits au sein d'un Conseil de sécurité réformé, plus démocratique et plus crédible. Il y a lieu de bâtir ensemble des Nations Unies plus fortes dans leur mandat et dans leur représentativité. Dans cette perspective, il est mieux indiqué de confier la prévention, la gestion et le règlement des conflits locaux aux
aux organisations régionales, voire sous-régionales. Cette approche qui a été consacrée en avril 2008 par le Conseil de sécurité gagnerait à être approfondie par une véritable mise à jour du mécanisme de coopération avec les organisations régionales telles que prévues par la Charte des Nations Unies de 1945. À cet égard, je voudrais tout simplement réitérer ici la position de ma délégation qui s'appuie sur l'expérience de la gestion et du règlement de la crise ivoirienne. Le dialogue direct à l'ivoirienne offre en effet des pistes de réflexion que pourraient utilement exploiter les Nations Unies. Et je pense que la délégation burkinabé peut en parler tout aussi bien que nous, sinon mieux. Un autre sujet de préoccupation est celui de la pauvreté dans le monde. La paix et la sécurité dans le monde sont tributaires de l'éradication de l'extrême pauvreté et de la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi ma délégation se félicite de la tenue, durant la session écoulée, des 2 réunions de haut niveau sur les besoins de développement de l'Afrique et des objectifs du millénaire pour le développement. Nous accueillons favorablement les conclusions et recommandations de ces réunions. La Côte d'Ivoire a résolu de franchir du fardeau de la dette qui constitue une hypothèque sur ses objectifs de développement. Sur la dette, des réunions ont eu lieu, mais sur la dette, des réunions ont encore besoin d'avoir lieu. Et sur la dette, des décisions ont besoin d'être prises. Parce que des dettes qui ont été contactées en 1960, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, hypothèquent aujourd'hui le développement des pays africains. Il faut y penser. C'est une loi de la nature que quand un petit pays fragile est trop encombré par une dette dont les dirigeants ne savent même pas souvent à quoi elles ont servi, eh bien, ces pays-là vont faire naufrage et le monde avec ces pays. L'Afrique fait partie du monde. Si une décision n'est pas prise sur le problème de la dette des pays africains, c'est tout le système financier mondial qui va aller droit dans le mur. Monsieur le Président, c'est pourquoi j'insiste aussi, à part le problème de la dette, sur le problème des changements climatiques. On parle des changements climatiques et on a raison d'en parler. Mais nous appelons des décisions urgentes pour la plupart de nos pays. En Afrique de l'Ouest, je ne connais pas bien la situation, ni en Afrique centrale, ni en Afrique australe. Il est prouvé que le désert avance de 2 km par an. 2 km par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 50 ans, le désert aura avancé de 5 km. Et que le désert sera sur les côtes. Il faut prendre des décisions. Mais en même temps que le désert avance, sur la côte, les villages, les maisons disparaissent périodiquement dans la mer. Au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, et j'en passe, il y a des gens qui vivent aujourd'hui les pieds dans l'eau. Il y a des gens qui vivent sans savoir si le lendemain ils vont se réveiller dans leur maison. Ou bien si leur maison ne va pas se retrouver au fond de la mer. Il faut des mesures d'urgence. Il faut des mesures d'urgence. Il faut non seulement des réunions, mais il faut des décisions. Et il faut l'applicabilité de ces décisions-là. Le désert, la mer, les inondations. Les inondations. Partout, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire,
Quand les pluies arrivent maintenant, elles arrivent de façon catastrophique et les pluies que nous appelons pour le bien de nos producteurs agricoles sont maintenant devenues un sujet d'inquiétude. On ne sait plus si la pluie qui va venir va nous apporter la mort ou si elle va nous apporter la vie. L'Afrique se bat. Elle se bat seule. Elle aimerait tellement se battre avec le monde entier autour d'elle. Monsieur le Président, c'est aussi des faits que nous sommes venus exposer ici. Pour que l'Afrique ne se sente plus abandonnée, pour qu'elle ne se batte plus seule. Bientôt, dans 50 ans, selon les experts, il sera plus facile de chercher et de trouver du pétrole que de chercher et de trouver de l'eau propre à la consommation. Parce qu'il faudra aller très loin, trop loin pour nos économies. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le problème de l'eau propre est devenu un problème. Oui, dans certains pays riches, pétroliers, dans le monde arabe, nous avons vu nos frères travailler l'eau de mer pour la rendre potable. Mais combien de pays dans le monde ont les moyens de rendre potable l'eau de mer? Cela coûte extrêmement cher. Il faut au niveau des Nations Unies, là encore, des réunions, mais non seulement des réunions, mais des décisions suivies de faits. Mesdames et messieurs, ce sont ces problèmes que je suis venu vous soumettre. De la part de la délégation ivoirienne, mais vous savez, l'Afrique est faite de telle sorte que quand une délégation parle, ce sont toutes les délégations qui parlent, parce que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Je souhaiterais que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions effectivement tourner la page aux crises internes. Et vous savez que l'Afrique fait d'énormes progrès. Aidez-nous à rendre nos États forts, en nous aidant à lutter contre la pauvreté, contre l'extrême pauvreté, contre les changements climatiques qui sont catastrophiques chez nous. Ces changements climatiques sont dangereux dans le reste du monde, mais sont catastrophiques chez nous. Et en nous aidant à nous apprêter pour affronter ce siècle qui s'annonce dur. Que Dieu bénisse les Nations Unies. Je vous remercie.